De quelles règles ton professeur a-t-il bien pu s'affranchir? J'étais en plein cours de musique quand j'ai senti ce fourmillement familier dans mes doigts. Voilà 3 mois que je n'avais pas eu de crise d'épilepsie, mais je savais exactement ce qui m'attendait. Mademoiselle Blackwood, il faut que j'aille à l'infirmerie, ai-je annoncé, déjà envahie par cette décharge électrique dans ma tête. Je sens que je vais faire une crise. La remplaçante a levé les yeux au ciel, agacée. Oh, ça suffit! Maintenant, tous les élèves se découvrent une épilepsie, c'est la nouvelle tendance. Mais vous ne comprenez pas? Le picotement s'étendait déjà dans mon bras. Je savais qu'il ne me restait guère plus de 2 minutes avant de perdre connaissance. Il y a un protocole d'urgence dans mon dossier. Tu restes assise, a-t-elle répliqué en s'approchant de moi. Plutôt que de m'aider, elle s'est penchée, confidente. Tu sais ce que ma sœur a fait quand sa fille prétendait avoir des crises? Elle a tout simplement ignoré. 1 semaine plus tard, plus de problèmes, comme par magie. Amélie a bondi de sa chaise et s'est précipitée vers le bouton d'alarme près de la porte. Elle ne simule pas, j'ai déjà assisté à ces crises. La remplaçante l'a bloquée d'un geste sec. Le seul truc qui l'a saisie, c'est sa soif d'attention. Et là, elle a fait quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire. Elle a verrouillé la porte, mis la clé dans sa poche et a décrété « Personne ne sortira tant qu'elle n'admettra pas qu'elle ment ». Ce syndrome de la victime, ça vous pourrit tous. « Appelez une ambulance !» a crié une voix, téléphone en main. « Les portables, dans la boîte tout de suite !» a exigé la remplaçante en attrapant la boîte de collecte. Sinon, exclusion générale. Ma vue se brouillait déjà. J'avais à peine 2 minutes avant que mon cerveau ne lâche complètement ce chiffre que le neurologue m'avait fait retenir. C'est pile à ce moment-là que mon cousin Walsh, que je ne supporte pas, a ouvert la bouche. Elle fait ça depuis gosse. Elle joue la comédie. La remplaçante a rayonné. Vous voyez? Même son camarade le dit. Elle est revenue vers le tableau numérique et a lancé YouTube. Vous savez ce qui marche contre les fausses crises? Elle a tapé « lumière stroboscopique 10 heures » et a appuyé sur lecture. Thérapie d'exposition. Si tu étais vraiment épileptique, jamais je ne ferais ça. Mais puisque tu fais semblant, l'écran s'est mis à clignoter à toute vitesse. Blanc, noir, blanc, noir. J'avais l'impression que mon cerveau grillait sur place. Amélie s'est mise à hurler. « Arrêtez ça! L'épilepsie photosensible, c'est pas une blague !» La remplaçante a poussé la luminosité au maximum. Réaction psychosomatique. Elle s'imagine faire une crise, alors son corps suit. Là, David s'est pris la tête à 2 mains. Je pense qu'il était lui aussi épileptique photosensible, parce qu'il s'est raidi tout d'un coup. Je peux pas... Les lumières... La panique a gagné tout le monde. Les élèves se sont planqués sous les tables. Certains se couvraient la tête avec leur veste. Éteignez, coupez tout. Malik tentait de me cacher les yeux avec ses mains. S'il te plaît, tiens bon, fais pas de crise. Ryan s'est rué sur la porte et a tenté de la défoncer à coups d'épaule. À l'aide, que quelqu'un vienne. La remplaçante se bidonnait. Asseyez-vous ou c'est l'exclusion définitive. 3 autres élèves étaient déjà allongés par terre. Le stroboscope déclenchait des migraines, des nausées, des crises de panique. Stoppez ça! Jenna pleurait, les mains sur les tempes. Par la vitre de la porte, Monsieur Repeater, le prof d'à côté, a jeté un coup d'œil. La remplaçante s'est glissée devant la fenêtre pour masquer la scène et a levé le pouce avant de baisser le store. Il est reparti comme si de rien n'était. « C'est de la torture !» a crié Amélie. Il me restait 1 minute à tout casser. Je sentais ma conscience filer. Mes muscles commençaient à se contracter. Pire, la remplaçante a accéléré le stroboscope. De mon temps, personne n'avait de crise. Aujourd'hui, tout le monde se découvre un trouble. Merci les réseaux sociaux. Mon corps ne répondait plus. La crise m'a foudroyée. Sarah m'a raconté plus tard que c'est là que tout a vraiment basculé. J'étais en pleine convulsion, écumante, en train de virer au bleu. Elle a essayé de me mettre sur le côté, mais je me débattais trop fort. « Elle va mourir », a crié Sarah, mes lèvres ensanglantées parce que je m'étais mordu la langue. Et la remplaçante, stoïque, mangeait sa pomme. Jolie performance, digne d'un Oscar. Bon, le faux sang, c'est un peu trop. C'est là que Billy a craqué. Ce garçon discret, toujours calme, a attrapé un pupitre comme un bélier. « Tu veux jouer la violence ?» La remplaçante a sorti son téléphone pour filmer. Direct chez le proviseur, Billy a fracassé le tableau interactif d'un coup. L'écran a explosé en un grand crac. Tout est devenu noir. « Dégradation! C'est un délit !» hurlait-elle. Mais Billy n'a pas lâché prise. Il s'est retourné et a brisé la vitre de la porte. Partout des éclats de verre. David était en pleine crise à 1 mètre de là. Jenna vomissait à cause des flashs. Plus personne ne maîtrisait rien. « Agression! Vous finirez en tôle !» C'est là que Darren, mon copain, m'a aperçu à travers la vitre brisée et a perdu tout contrôle. Il a passé la main, s'est ouvert sur le verre et a tâtonné la serrure. « N'essaie même pas !» a vociféré la remplaçante, mais Amélie et Billy l'ont retenu. La porte a volé en éclats. Les profs ont débarqué. « Appelez une ambulance !» a gueulé quelqu'un. Plusieurs élèves font des crises. La remplaçante continuait de hurler alors que des adultes la ceinturaient. Ils font semblant. C'est de l'hystérie collective. Les pompiers ont expliqué que j'étais restée en mort clinique pendant 1 minute et demie. Ils ont dû m'intuber direct dans le couloir, pendant qu'ils s'occupaient de David à 3 mètres. Lui aussi était épileptique. Il l'ignorait. Mademoiselle Blackwood a été suspendue avec maintien de salaire, le temps de l'enquête. Des parents ont lancé une cagnotte pour payer les soins. 2 semaines plus tard, en cours de sciences,
La nouvelle est tombée. Les parents de David n'avaient réuni que 30 000 $ sur les 130 000 nécessaires à son traitement. Il n'a pas survécu. C'est là que j'ai compris qu'on ne pouvait compter que sur nous-mêmes pour faire tomber Mademoiselle Blackwood. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais plus à tenir mon stylo. Le prof continuait à parler de mitose et de division cellulaire. Mais tout ce que j'avais en tête, c'est que les cellules de David s'étaient arrêtées net de se diviser, parce que ses parents n'avaient pas pu payer pour qu'il reste en vie. Je suis restée figée pendant que les autres griffonnaient en leurs notes, comme si de rien n'était, comme si David n'était pas mort, comme si Mademoiselle Blackwood n'était pas tranquillement installée chez elle, grassement payée, pendant que lui était 6 pieds sous terre. J'étais tellement en colère que j'ai cru que j'allais vomir sur le champ, la poitrine en feu. Dès que la sonnerie a retenti, j'ai filé aux toilettes et j'ai à peine eu le temps d'atteindre la cuvette avant de tout rendre. Amélie m'a suivie et m'a tenue par les cheveux pendant que je vomissais, soufflant sans arrêt qu'on ne pouvait pas laisser Mademoiselle Blackwood s'en tirer comme ça. Elle avait raison, je le savais bien, mais j'étais incapable de tenir debout, avec les jambes qui flageolaient et la tête qui bourdonnait. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Je suis restée allongée à fixer le plafond, à repasser en boucle ces 90 secondes où j'étais morte. Le noir total, le vide, le néant. Je n'arrêtais pas de me demander si David avait ressenti la même chose, ou si, pour lui, c'était différent. Mes parents entrèrent dans ma chambre toutes les heures, inquiets que le stress ne provoque une autre crise. Maman passait la tête dans l'entrebâillement pour demander si j'avais besoin de quelque chose, pendant que papa restait planté là à me regarder respirer. Le matin suivant, au collège, les fleurs et les cartes s'accumulaient devant le casier de David. Quelqu'un avait collé sa photo sur la porte et les gens y déposèrent des mots, des peluches. Une fille de seconde est passée, a demandé ce qui s'était passé, puis, quand on lui a parlé de la crise en cours de musique, elle a lancé, comme si de rien n'était, que ça avait l'air inventé. J'avais envie de hurler, mais je suis restée figée à regarder ce tas de fleurs. À la pause déjeuner, j'ai trouvé Billy tout seul dans un coin, les jointures encore couvertes de bandages à force d'avoir frappé dans le tableau interactif. Il a levé les yeux quand je me suis assise en face de lui, et j'ai vu qu'il n'avait pas dormi non plus. Il m'a confié qu'il n'arrivait pas à se sortir de la tête l'image de David allongé par terre. On est resté silencieux, parce qu'il n'y avait rien à dire qui aurait pu changer quoi que ce soit. Rien ne ramènerait David. Après les cours, Darren m'attendait près de mon casier, une liasse de feuilles imprimées sous le bras. Il avait retrouvé les anciens comptes de réseaux sociaux de Madame Blackwood avant qu'elle ne les rende privés. Des années de publications où elle se moquait ouvertement d'enfants handicapés, prétendant que c'était la dernière mode, ou vantant les méthodes brutales de sa sœur envers sa propre fille, en insinuant qu'elle simulait ses crises. Sur l'une des photos, on la voyait à une conférence qui dénonçait la mentalité de victime à l'école. Chaque poste me donnait la nausée. Les obsèques de David ont eu lieu 3 jours plus tard. L'église était pleine à craquer et sa mère, Niam, assise au premier rang, paraissait n'avoir ni mangé ni dormi depuis le drame. Quand je suis allée la voir pour lui présenter mes condoléances, elle m'a serré la main si fort que j'en ai eu mal. Elle murmurait des phrases à propos de la cagnotte GoFundMe, des gens qui disaient compatir, mais que 30 000 $ ne suffiraient même pas. Sa poigne m'écrasait les doigts, mais je ne me suis pas dégagée. Après la cérémonie, j'ai croisé Walsh sur le parking et je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis avancée vers lui et je lui ai demandé comment il avait pu faire ça. Comment il avait pu dire à la remplaçante que je simulais alors qu'il savait très bien pour mon épilepsie. Il s'est mis à pleurer, là, à côté de sa voiture. Il m'a expliqué que notre grand-mère lui avait toujours dit que je faisais semblant pour attirer l'attention, et qu'il l'avait cru, parce que c'était plus facile que d'accepter que j'étais vraiment malade. Il a dit qu'il était désolé, mais ses excuses ne ramèneraient pas David. Le lundi matin, la principale, Madame Penn, m'a convoquée dans son bureau avec mes parents. Elle était là, derrière son grand bureau, à nous présenter ses condoléances parfaitement calibrées et à parler de procédure. Elle ne cessait de répéter que le collège avait suivi le protocole, que les remplaçants étaient formés, mais jamais elle n'a admis que ces procédures avaient échoué pour David. Elle n'a même jamais prononcé son prénom sans jeter un œil vers son avocat, bien calé au bout du fil. Mes parents tentèrent de garder leur calme, mais je voyais la mâchoire de mon père se contracter chaque fois qu'elle mentionnait les procédures. Ensuite, ils m'ont envoyé voir Wren Kigley, la référente 504 du district. Elle m'attendait, mon dossier ouvert devant elle, affichant cet air de fausse compassion, en relisant mon plan d'accompagnement. Elle n'arrêtait pas de me demander s'ils auraient pu faire quelque chose différemment, comme si David n'était pas littéralement mort à cause d'eux. Ils voulaient que je dise que tout allait bien, que le système avait bien fonctionné, alors que c'est précisément ce système qui a tué David. Et ils voulaient que je fasse comme si de rien n'était. Je les écoutais parler de nouvelles formations et de protocoles mis à jour, alors que je ne pensais qu'à David, recroquevillé sur le sol en pleine crise. Il y a vraiment quelque chose de glaçant dans la façon dont Madame Blackwood savait exactement sur quel bouton appuyer. Les lumières stroboscopiques, la porte verrouillée, et même sa façon de qualifier l'épilepsie de tendance. On aurait dit qu'elle avait tout planifié, pour une raison qui m'échappait. La manière dont son corps s'est raidi, dont ses yeux sont partis en arrière, tandis que la remplaçante restait là,
à croquer sa pomme comme si de rien n'était pendant qu'il mourait. Ils n'arrêtaient pas de parler de « tourner la page » et de tirer des leçons de cette tragédie. Mais jamais ils n'ont dit ce qu'ils avaient appris. Jamais ils n'ont reconnu qu'ils avaient eu tort. Jamais ils n'ont dit que David aurait encore dû être vivant aujourd'hui. En quittant ce bureau, j'ai compris que si on ne s'en occupait pas nous-mêmes, rien ne changerait. Madame Blackwood reviendrait de son congé payé, un autre élève mourrait, et le collège organiserait d'autres réunions sur les protocoles sans que rien ne s'améliore vraiment. C'est là qu'Amélie, Billy, Darren et moi avons commencé à préparer notre riposte. Il était hors de question qu'on les laisse étouffer l'affaire, comme si David n'avait jamais existé. Notre première action, ça a été d'aller au commissariat du centre-ville. Ma mère nous y a conduits dans son monospace pendant qu'Amélie n'arrêtait pas de vérifier son téléphone pour avoir les nouvelles des autres parents. À l'intérieur, ça sentait le café froid et le produit ménager. On a poireauté 2 heures sur des chaises en plastique dur avant que l'inspecteur nous fasse enfin entrer. Il avait un dossier épais sur son bureau, avec le nom de David en majuscule sur l'onglet, et je pouvais voir un coin du certificat de décès qui dépassait. L'inspecteur enchaînait les expressions comme « incident présumé » et « enquête en cours », alors que ce papier était là, bien en vue. Il nous a expliqué que ce genre d'affaires prenait du temps, qu'il y avait des procédures à respecter. Ma mère voulait savoir quand on aurait enfin des réponses précises, mais il s'est contenté de hausser les épaules en disant que ça pouvait durer des semaines, voire des mois. La mère d'Amélie s'est effondrée en larmes. L'inspecteur lui a tendu une boîte de mouchoirs avant de nous expliquer qu'il comprenait notre agitation, mais qu'il devait faire les choses dans les règles. Il ne cessait de répéter « présumé », alors que David était bel et bien mort, que tout le monde avait vu ce qui s'était passé, que les pompiers avaient redéposé leur rapport. Il a aussi ajouté que le district menait sa propre enquête, que tout était examiné, et il n'a rien voulu dire de plus. En cours d'examen, c'était tout ce qu'on obtenait. 3 jours plus tard, j'ai dû accompagner ma mère au centre commercial pour m'acheter de nouvelles chaussures. Dans la cafétéria, les néons fatigués bourdonnaient et clignotaient. Ça ne m'a rien fait jusqu'à ce qu'on passe devant l'Orange Julius. Et d'un coup, les lumières se sont mises à pulser. J'ai senti ma poitrine se serrer. Mes mains se sont mises à trembler. Avec ces lumières qui clignotaient sans arrêt, j'ai eu l'impression d'être à nouveau dans cette salle de classe. Je me suis retrouvée par terre, juste à côté du stand de pretzels, sous le regard de tous. Un gamin filmait avec son portable. Les agents de sécurité ont rappliqué en pensant que j'avais pris de la drogue ou je ne sais quoi. Ma mère essayait de leur expliquer, mais je suffoquais, incapable de reprendre mon souffle, alors que les néons continuaient leur vacarme. Ils ont finalement dû me faire sortir par la porte du personnel. Tout le monde nous dévisageait, murmurait. J'étais vidée, brisée. Le lundi suivant, au lycée, une fille du journal est venue me voir, dictaphone à la main. Elle m'a dit vouloir écrire un article sur ce qui s'était passé. Une partie de moi avait envie de tout lui balancer, chaque détail sur Madame Blackwood, mais je savais trop bien comment ça se passe. Il suffit d'un mot pour que tout prenne une autre tournure, pour que l'école me fasse passer pour un affabulateur, pour que tout soit déformé. Je lui ai dit que je ne pouvais pas en parler. Elle a insisté, prétendant que les gens avaient le droit de savoir la vérité. Peut-être, mais j'étais loin d'être prêt. Ce week-end-là, je suis restée enfermée dans ma chambre à tout trier. J'ai ressorti le protocole d'urgence que l'école était censée appliquer, tous mes dossiers d'hospitalisation des 3 dernières années, les mails envoyés par mes parents au début de l'année pour expliquer ma maladie, la lettre de mon neurologue. Chaque document me semblait crucial, comme une preuve que tout ça n'aurait jamais dû arriver. J'ai tout photocopié, rangé dans un classeur avec des intercalaires. Ma mère a tout scanné. On a sauvegardé sur 3 clés USB différentes, au cas où. Pendant que je triais les fichiers, je consultais sans arrêt la page GoFundMe de David, toujours bloquée à 30 000 $. Ses parents avaient besoin de 130 000 pour régler toutes les factures médicales avant qu'il ne meure. Les commentaires s'étaient taris. Les gens étaient passés à autre chose. C'est toujours comme ça. Un drame arrive, tout le monde s'y intéresse une semaine, puis on oublie. Des enfants meurent parce que leurs familles n'ont pas les moyens de payer les soins. Voilà la réalité. J'étais rongée par la colère, la nausée ne me quittait plus. Dimanche, Amélie et Billy sont venus avec Malik. On s'est installé dans mon sous-sol pour réfléchir à un plan. Darren a débarqué en retard et s'est calé sur les marches, le nez plongé dans son téléphone. Au bout d'un moment, Amélie lui a demandé ce qui n'allait pas. Il a répondu que son coach lui avait conseillé de ne pas se mêler de cette histoire, qu'il risquait de perdre sa bourse. Ça m'a blessé bien plus que je ne l'aurais cru. Il était censé être avec nous, penser à David, penser à moi. Mais non, sa fichue bourse de foot passait avant tout. Amélie a suggéré qu'on fasse des demandes d'accès aux documents publics. Sa grande sœur l'avait déjà fait pour un exposé. On a passé des heures à rédiger les requêtes, enregistrement des appels au 911, vidéos de surveillance du couloir, rapports d'incidents. On a tout envoyé au rectorat cette semaine-là. Leur réponse, tout fait partie d'une enquête en cours. Ils ne peuvent rien communiquer à cause du respect de la vie privée des élèves. Ça sentait la dissimulation à plein nez, comme s'ils cherchaient à cacher des choses. C'est là que la mère d'Amélie a parlé d'une avocate qu'elle connaissait, Orla Purcell, spécialisée en droit civique. Elle a accepté de nous recevoir dans son cabinet en centre-ville. Partout, des trophées, des photos d'elle avec des gens connus. Elle nous a écouté raconter tout du début à la fin, sans jamais nous interrompre, puis elle a promis de nous aider bénévolement, à condition qu'on soit bien organisé. Il fallait des preuves, des témoignages.
témoignages, de la paperasse, et tout bien conservé. Elle nous a donné des consignes très précises. Faire des captures d'écran de tout ce qui circulait sur les réseaux sociaux avant que ça disparaisse, noter tous les souvenirs tant qu'ils étaient frais, récupérer les contacts de tous les témoins. Mais surtout, pas de contact avec Mademoiselle Blackwood. Aucun message, aucune confrontation, rien qui puisse passer pour du harcèlement. Les règles paraissaient strictes, mais avoir un plan nous rassurait. On se sentait moins impuissant, moins perdu. Ce soir-là, on a créé un groupe de discussion pour tout coordonner. Amélie s'occuperait de collecter les témoignages de nos camarades, Billy rangerait tous les documents, Malik établirait la chronologie. Chacun avait sa mission, de quoi se concentrer au lieu de tourner en rond dans la colère. On avait vraiment l'impression d'agir, de ne pas laisser passer ça comme si de rien n'était. Le lendemain matin, la voix du proviseur Penn a résonné dans les haut-parleurs au moment de l'appel. Tout le monde a cessé d'écrire. Elle s'est raclée la gorge 2 fois, et à sa voix, j'ai compris qu'elle lisait un discours tout prêt. Tout élève qui participera à des débrayages ou des manifestations pendant les cours sera immédiatement suspendu et privé de toute activité extrascolaire. Un silence s'est installé. J'ai vu les regards échangés entre les tables. Mes mains se sont mises à trembler. Je savais trop bien ce que ça voulait dire pour nous. On avait parlé d'organiser quelque chose de plus grand que la simple collecte de preuves. Et là, ils cherchaient à nous faire peur, à nous faire taire. L'annonce a encore duré une bonne minute sur l'importance de maintenir l'ordre et de respecter l'environnement scolaire. Mais j'ai vite décroché et me suis mise à écrire discrètement sous mon bureau. En 5 minutes, notre groupe avait déjà explosé avec 40 messages, tous dans le même ton. On le fait quand même. On avait tout prévu pour la 3e heure, et rien ne pourrait nous arrêter, pas après ce qui s'était passé pour David. Au moment où la sonnerie a retenti, j'ai rassemblé mes affaires pour aller en anglais, essayant d'avoir l'air détaché, alors que mon cœur battait la chamade. Dans le couloir, je suis tombée sur 3 surveillants que je n'avais jamais vus, plantés près de l'entrée principale, regardant tout le monde d'un œil soupçonneux, bloc-notes à la main. 2 autres surveillaient les sorties latérales. Le message était limpide, mais leur présence n'a fait que m'énerver davantage. La 2e heure m'a semblé interminable. Je n'arrêtais pas de jeter un œil à l'horloge toutes les 2 minutes. Le prof parlait du symbolisme dans un roman, mais j'étais incapable de me concentrer sur autre chose que ce qui allait se passer. Enfin, la sonnerie annonçant la 3e heure a retenti et, avec les autres, je me suis levée. Au lieu de me diriger vers la salle de classe, j'ai pris la direction de l'entrée principale. Amélie était déjà arrivée avec Billy, Malik et une dizaine d'autres. D'autres élèves affluaient des couloirs. Les surveillants ont tenté de bloquer les portes, mais on a continué d'avancer. L'un d'eux a commencé à parler de sanctions, mais face à 40 élèves, les 3 ont vite été dépassés. On a forcé les portes et gagné le parking, où d'autres camarades nous attendaient déjà. Quelques profs nous observèrent depuis l'entrée, mais personne n'a cherché à nous stopper. Certains nous ont même lancé un signe discret. On s'est rassemblés sur la pelouse devant le lycée, sans cris ni pancarte, juste tous ensemble, dans le silence, pour David. Les voitures qui passaient klaxonnaient, et certains nous prenaient en photo avec leur téléphone. Après 20 minutes, on est retourné en classe comme si de rien n'était. À la fin de la journée, nos casiers étaient pleins de billets de retenue jaune, avec des dates et heures griffonnés en rouge. J'en avais pour tous les soirs pendant 2 semaines. Comme si ça ne suffisait pas, ce soir-là, Walsh a réussi à aggraver la situation en postant sur les réseaux une vieille vidéo d'un barbecue familial d'il y a 3 ans. Sur les images, on me voyait rire à une blague de mon oncle et jouer au jeu de sac dans le jardin, l'air parfaitement insouciante. En commentaire, il a écrit que ça prouvait que j'avais toujours été bien et que je faisais semblant juste pour attirer l'attention quand ça m'arrangeait. Cette trahison m'a blessée plus que tout, parce qu'il utilisait nos souvenirs communs contre moi. Il savait très bien que cette vidéo datait d'un jour où ça allait, entre 2 crises, mais il l'a présentée comme une preuve que je mentais. Je me demande encore pourquoi l'inspecteur persiste à parler de « prétendu » alors qu'il a le certificat de décès sous les yeux. Qu'est-ce qu'il reste à vérifier quand quelqu'un n'est plus là? Voir les parents de David devoir rassembler 130 000 $ pour les frais médicaux alors que le lycée met Mademoiselle Blackwood en congé payé, ça en dit long sur leurs priorités bancales. En 1 heure, la vidéo avait déjà 200 partages et les commentaires étaient d'une violence inouïe. Certains me traitèrent de menteuse, disaient que la mort de David était ma faute, que je cherchais juste à faire des histoires. J'ai lancé mon téléphone à travers la pièce et j'ai entendu l'écran se fissurer contre le mur. Le lendemain matin, Darren est allé trouver Walsh à son casier avant la 1re heure et j'en ai entendu parler par 3 personnes différentes avant même d'arriver au lycée. Darren a saisi Walsh par le col et l'a plaqué violemment contre les casiers en métal, si fort que tout le couloir l'a entendu. Walsh a essayé de répondre quelque chose, mais Darren l'a repoussé une seconde fois et sa tête a cogné le cadenas du casier derrière lui. 2 profs sont arrivés en courant pour les séparer, mais pas avant que Darren ne lui donne une dernière poussée qui a fait valser les livres de Walsh dans tous les sens. Tous 2 ont été conduits chez le proviseur, et à l'heure du déjeuner, ils ont écopé chacun de 3 jours d'exclusion. La mère de Darren a dû quitter son travail pour venir le chercher, et j'avais la nausée de savoir que son réflexe protecteur lui coûtait déjà cher. Il m'a envoyé un message le soir même disant que ça en valait la peine, mais je savais que ses parents étaient furieux. 3 jours plus tard, j'ai finalement accepté de donner une interview à une journaliste du lycée, après avoir refusé 5 fois. On s'est retrouvés dans une salle de classe vide après les cours, et j'ai posé des conditions très strictes sur ce que j'acceptais ou non d'aborder. Pas de questions sur ma famille, ni sur mon dossier médical avant l'incident.
Pas de spéculation sur les responsabilités, seulement les faits du jour en question. Ma voix tremblait du début à la fin, et j'ai dû m'arrêter 2 fois pour boire de l'eau tellement j'avais la bouche sèche. Elle m'a demandé de parler des lumières stroboscopiques, et j'ai décrit la sensation de mon cerveau qui partait en vrille. Elle a posé des questions sur la porte verrouillée et j'ai expliqué à quel point on s'était senti piégé. Elle a voulu des nouvelles de David et je suis restée muette près d'1 minute. Quand ce fut fini, je me sentais vidée, épuisée. Mais au moins j'avais raconté tout ça à quelqu'un qui allait l'écrire. L'article a été publié le soir même sur le site du journal du lycée, et à peine 2 heures plus tard, la section des commentaires explosait déjà. La moitié des gens nous soutenaient, partageant leurs propres histoires de profs qui ignoraient les soucis médicaux. L'autre moitié nous accusait d'être en quête d'attention, d'hystérie, cherchant un bouc émissaire à un drame. L'un disait que la mort de David n'était qu'un coup du sort et qu'on s'en servait pour attaquer un bon prof. Un autre affirmait qu'on était des reines du drame qui ramenaient tout à elle. Tomber sur ces débats entre inconnus pour savoir si la mort de David aurait pu être évitée m'a fait courir aux toilettes pour vomir. Ma mère m'a retrouvée 20 minutes plus tard, effondrée en larmes sur le carrelage. Le lendemain, Orla a appelé ma mère avec une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas. L'un des ambulanciers qui m'avait prise en charge ce jour-là avait contacté son cabinet d'avocat pour proposer son aide. Il ne pouvait pas s'exprimer publiquement à cause des règles très strictes de son employeur sur la confidentialité, mais il a dit que, si on le convoquait officiellement, il viendrait témoigner de ce qu'il avait vu. Il se rappelait tout, y compris le temps qu'il avait fallu pour me réanimer et l'état dans lequel il avait trouvé la salle de classe en arrivant. Son témoignage aurait pu prouver à quel point la situation avait été critique. 2 jours plus tard, nous avons reçu la transcription de la déposition de Monsieur Peters, et là, tout a empiré. Il assurait n'avoir rien remarqué d'alarmant ce jour-là, en jetant un œil à travers la vitre de la porte. J'ai juste vu Mademoiselle Blackwood qui me faisait un signe de pouce levé, alors j'ai pensé que tout allait bien et j'ai poursuivi mon chemin. D'après lui, le store était déjà baissé et il n'avait aucune raison de penser que des élèves étaient en difficulté. Lire noir sur blanc qu'il aurait pu nous sauver mais qu'il n'avait même pas perçu notre détresse m'a fait perdre confiance en tous ces adultes censés nous protéger. Il se trouvait à 6 mètres de nous pendant qu'on était en train de mourir et il s'est contenté de passer devant sans rien faire. Ce même après-midi, Malik a mis la main sur quelque chose d'incroyable sur Internet. Mademoiselle Blackwood avait un vieux blog, oublié depuis 5 ans, et il a fouillé pendant des heures avant de tomber dessus. Article après article, elle s'en prenait aux enfants neuroatypiques, reprochait à l'école de les surprotéger et d'encourager une mentalité de victime. Dans l'un de ses billets, elle soutenait que les épilepsies étaient surdiagnostiquées et que la plupart des élèves cherchaient simplement à attirer l'attention ou à obtenir des privilèges. Un autre texte accusait les parents d'inventer des problèmes médicaux pour justifier le mauvais comportement de leurs enfants. On a tout sauvegardé avant qu'elle ait le temps de supprimer le blog et ajouter ces éléments à notre dossier, qui ne cessait de s'alourdir. Le lendemain matin, Orla a envoyé des courriers officiels au rectorat et aux fabricants du tableau interactif pour exiger la conservation de tous les journaux électroniques de la salle. Avec ce ton juridique, tout prenait une dimension bien plus sérieuse et concrète que nos discussions sur WhatsApp. Le surlendemain matin, chaque élève a trouvé dans sa boîte aux lettres une lettre à en-tête du syndicat des enseignants. Dyke Paxton avait rédigé 3 pages de menaces juridiques, expliquant ce qui arriverait à tout élève qui publierait le nom de Mademoiselle Blackwood en ligne. Les mots « diffamation »,« calomnie » et « procès civil » m'ont sauté aux yeux dès la première lecture. Dans les couloirs, les élèves se passèrent des copies et certains effacèrent déjà leur post de la veille sur les réseaux sociaux. J'ai vu 2 élèves de seconde en larmes devant les mises en garde sur la responsabilité personnelle et le casier scolaire. Amélie a attrapé ma lettre et l'a déchirée en 2 devant tout le monde. La colère s'est répandue dans le couloir aussi vite qu'une étincelle dans de la poudre, à mesure que tout le monde comprenait qu'on nous menaçait pour avoir simplement dit la vérité. Ce jour-là, ma mère a dû venir me chercher plus tôt pour faire les courses, et je croyais que tout irait bien. Mais à la caisse automatique, la machine s'est mise à clignoter en rouge parce que le code-barre ne passait pas, et tout mon corps s'est figé. Le motif stroboscopique m'a percuté de plein fouet, et soudain, je ne savais plus où j'étais. Mes jambes se sont dérobées sous moi, et je me suis accrochée au comptoir pour ne pas tomber. Maman a tout laissé en plan, et m'a attrapée dans ses bras pour m'emmener dehors. Les gens nous regardaient, pendant qu'elle me soutenait presque jusqu'au parking, et j'essayais désespérément de me rappeler comment marcher. Mes mains tremblaient encore en arrivant à la voiture, et j'ai compris que mes déclencheurs s'aggravaient au lieu de s'atténuer. Désormais, chaque lumière clignotante me semblait une menace, et je n'arrivais plus à distinguer le danger de la vie normale. Le lendemain, Darren a commencé à m'attendre à mon casier entre chaque cours. Il m'accompagnait jusqu'en classe, la main dans mon dos comme si j'allais m'écrouler à tout moment. À la pause déjeuner, il est venu vérifier 3 fois que je mangeais suffisamment. Après les cours, il m'a raccompagné jusqu'à ma voiture, même si la sienne était garée à l'autre bout du parking. Le mercredi, je n'en pouvais plus, et je lui ai dit que j'avais besoin de respirer. Il m'a fixé comme si je venais de le gifler, et a répondu qu'il essayait juste de me protéger. On est resté là, à se disputer sur le parking, pour la première fois depuis le début de notre histoire. Il répétait qu'il ne pouvait pas me perdre lui aussi, et moi, je lui disais que je n'étais pas en porcelaine. Personne n'a gagné cette dispute, et on ne s'est plus parlé pendant 2 jours. Le jeudi, quelqu'un a fait fuiter une chaîne de mails de l'administration qui s'est répandue dans tout le lycée comme un poison. L'objet était « Gestion de la situation des congés payés » et chaque message ne parlait que d'images, de responsabilité et de gestion médiatique.
Aucune mention du nom de David, aucune question sur l'état des autres élèves. Pour eux, ce n'était qu'un incident, un problème de communication à résoudre. Ce langage de boîte à propos d'un enfant mort m'a donné la nausée et j'ai foncé aux toilettes pour vomir. Mes mains tremblaient en transférant le mail à Orla, qui m'a juste dit que c'était exactement le genre de pièce dont on avait besoin pour le dossier. Ce soir-là, la réunion du conseil d'école était bondée de parents et de journalistes. On avait chacun 2 minutes pour prendre la parole, et j'étais 3e, après Amélie et Billy. Ma voix s'est brisée quand j'ai prononcé le nom de David, mais j'ai continué à lire mes notes sur ce qui s'était vraiment passé. Derrière moi, j'entendais des parents chuchoter à propos d'hystérie collective et d'ados qui cherchent à attirer l'attention. Un père a même éclaté de rire quand j'ai parlé de ma crise. J'ai eu envie de me retourner et de leur crier dessus, mais j'ai tenu bon jusqu'à la fin de mon temps de parole. Ren Kigley s'est levé pendant les commentaires publics, un épais dossier sous le bras. Il a proposé une formation obligatoire sur les pathologies médicales et les protocoles d'urgence pour tous les remplaçants. Les membres du conseil acquiesçaient, prenaient des notes et ont promis de mettre ça en place pour la rentrée prochaine. J'avais envie de hurler que David, lui, avait eu besoin d'aide il y a 6 semaines, pas en septembre. Ce calendrier donnait l'impression d'une nouvelle gifle pour tous ceux qui étaient présents ce soir-là. Orla nous a aidés à déposer une plainte fédérale auprès du Bureau des droits civiques la semaine suivante. La dame au téléphone était gentille, mais elle nous a prévenu que l'enquête pouvait durer 18 mois. Elle utilisait des mots comme « approfondie » et « complète » pendant que je fixais le calendrier, perdu à penser à David, déjà parti. La justice qui tarde, c'est comme si on ne l'obtenait jamais, surtout quand celui qui en avait le plus besoin n'est plus là pour la recevoir. Remplir tous ces formulaires me donnait l'impression de perdre mon temps. Mais Orla répétait qu'il fallait absolument garder une trace écrite. Au lycée, les élèves changeaient carrément de couloir pour m'éviter. Les rumeurs allaient à bon train. Selon certains, je cherchais juste à attirer l'attention, ou j'avais obtenu ce que je voulais, alors que c'est David qui en avait payé le prix fort. Un jour, quelqu'un a tagué « Reine du drame » sur mon casier au feutre indélébile. Les chuchotements ne me lâchaient plus, toujours à propos de la carrière prétendument ruinée de Mademoiselle Blackwood. Pour rien au final. J'avais beau souffrir physiquement, l'exclusion que je vivais était bien pire. Ce dimanche ce soir-là, Amélie est passée chez moi, les yeux gonflés et le nez rouge. Ses parents lui avaient imposé un ultimatum, penser à son avenir plutôt qu'à mon combat. Ils lui répétaient qu'en restant amie avec moi, elle risquait de compromettre toutes ses chances pour l'université. Elle m'a serré dans ses bras à m'étouffer et m'a promis, coûte que coûte, qu'elle ne m'abandonnerait pas, peu importe ce qu'on lui dirait. On est restés toutes les deux à pleurer sur mon lit jusqu'à ce qu'elles doivent rentrer. Le lundi, Monsieur Peter m'a arrêté après les cours pour me demander s'il pouvait me parler en privé. Ses mains tremblaient quand il a avoué qu'il aurait dû faire plus attention, regarder à travers la fenêtre, intervenir. Il m'a confié qu'il n'arrêtait pas d'y penser, qu'il ne dormait plus à cause de ce qu'il n'avait pas fait. J'ai senti que sa culpabilité était réelle, mais ses regrets ne ramèneraient pas David. Il voulait savoir comment il pouvait aider, et je lui ai simplement dit de venir témoigner à l'audience, si jamais il y en avait une. Que Darren plaque Walsh contre les casiers, on ne peut pas faire plus clair comme message, mais je me demande si Walsh a compris pourquoi tout le monde lui en veut, ou s'il croit juste avoir raconté les faits. 3 jours plus tard, le facteur m'a remis une enveloppe épaisse du Bureau des droits civiques. J'avais les mains qui tremblaient en l'ouvrant dans la cuisine. La lettre portait tout en haut un sceau officiel et commençait par « Madame, Monsieur là le plaignant », puis indiquait en gras notre numéro de dossier 2024-1847. Maman l'a lu avec moi, debout derrière mon épaule, pendant que je parcourais le jargon administratif qui expliquait que notre plainte avait bien été reçue et qu'une enquête allait être ouverte sur le district scolaire. Ce n'était que des mots sur du papier, mais ce numéro de dossier rendait tout ça réel, tangible. Le lendemain matin, alors que je tournais la combinaison de mon casier, un objet est tombé à mes pieds et a buté contre ma chaussure. Une petite clé USB noire, sans aucune étiquette. Je l'ai ramassée, persuadée qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre. À la pause déjeuner, je l'ai branchée à mon ordi à la bibliothèque et un unique fichier vidéo s'est affiché. Le redatage indiquait le jour du cours de musique et j'ai senti mon estomac se nouer en lançant la lecture. L'image était floue, provenant d'une caméra de surveillance du couloir, mais on voyait parfaitement la salle à travers la vitre de la porte pendant une trentaine de secondes. On distinguait des élèves qui se cachaient sous les tables et on voyait très bien quelqu'un en pleine crise au sol, tandis que Mademoiselle Blackwood restait plantée là, complètement passive. L'angle n'était pas idéal, mais le chaos et l'absence totale de réaction face à l'urgence médicale étaient flagrants. J'ai aussitôt envoyé un message à Amélie, qui est arrivée en courant depuis la cafétéria. On l'a visionné ensemble 3 fois avant d'appeler Orla. Elle a répondu à la 2e sonnerie et nous a tout de suite dit de ne montrer la vidéo à personne et surtout de ne pas en faire de copie tant qu'elle n'aurait pas pu en vérifier l'origine. Elle insistait sur l'importance de la chaîne de possession de la preuve et sur le risque que la vidéo soit rejetée au tribunal pour vice de procédure. Quelqu'un, quelque part dans le lycée, essayait de nous aider, mais impossible de savoir qui avait eu accès aux images ou pourquoi cette personne avait voulu me les transmettre. Cet après-midi-là, maman m'a emmenée chez les Pritchard. La mère de David nous attendait dans le salon, entourée de mouchoirs et d'albums photos éparpillés sur la table basse. Elle m'a emmenée à l'étage, dans la chambre de David, resté exactement comme il l'avait laissé ce matin-là avant d'aller en cours. Le lit défait, le manuel de chimie ouvert sur le bureau.
Ses dossiers de candidature à l'université étaient empilés à côté de son ordinateur. Celui pour Northwestern était au-dessus, avec la partie rédaction remplie, mais jamais envoyée. On s'est assise sur son lit, elle m'a pris la main et m'a expliqué qu'elle avait engagé son propre avocat pour attaquer le district et Mademoiselle Blackwood personnellement. Elle m'a demandé si j'accepterais de témoigner sur ce qui s'était passé, et j'ai dit oui sans hésiter, parce que David méritait qu'on se batte pour lui, même s'il n'était plus là pour le voir. Elle m'a montré le journal intime de David, où il écrivait son rêve de devenir médecin pour aider des enfants atteints de troubles neurologiques, comme lui avec son épilepsie, ce que personne ne savait. Le lendemain, Darren m'a demandé à me parler en privé après les cours, et on s'est retrouvés dans sa voiture sur le parking, lui les yeux fixés sur le volant. Il m'a avoué que sa bourse de basket pour l'université d'État était compromise à cause de son implication dans l'affaire. Son entraîneur lui avait dit de garder profil bas. Il crispait les doigts sur le volant en me promettant qu'il m'aimait toujours, mais qu'il ne pouvait pas tout risquer en s'impliquant publiquement contre Mademoiselle Blackwood. Je comprenais, rationnellement, que la fac était sa seule porte de sortie, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir qu'il choisissait son avenir au détriment de ce qui était juste. Il m'a déposé chez moi, et je l'ai regardé partir, consciente que ça ne serait plus jamais pareil entre nous. 2 jours plus tard, maman m'a accompagnée à mon tout premier rendez-vous chez la psy, dans un petit immeuble du centre-ville. La thérapeute m'a fait remplir des questionnaires sur ce qui pouvait déclencher mes crises, puis elle m'a expliqué qu'on allait travailler ensemble sur des stratégies concrètes pour apprendre à gérer la lumière et le stress susceptibles de provoquer des épisodes. Comme exercice, elle m'a donné une fiche pour noter mes déclencheurs tout au long de la semaine, ce qui signifiait accepter que tout ça faisait désormais partie de ma vie. Elle m'a montré des exercices de respiration à pratiquer et m'a présenté des lunettes spéciales qui peuvent filtrer certaines fréquences lumineuses. Ça pourrait peut-être aider à éviter une prochaine crise. Ce week-end-là, alors que je traînais sur les réseaux sociaux, Amélie m'a appelée en panique, criant que quelqu'un avait créé un faux compte à mon nom avec ma photo de profil. Sur ce profil, on avait publié des captures de mes dossiers médicaux, révélant mon diagnostic d'épilepsie et la liste de mes traitements, le tout accompagné de commentaires méchants, prétendant que je cherchais à attirer l'attention. Avant même que le compte soit supprimé, les images circulaient déjà sur les groupes et étaient repartagées par des anonymes. Quelqu'un avait clairement bafoué le secret médical pour mettre la main sur ces informations et me ridiculiser en ligne, mais impossible de savoir qui était derrière tout ça. Orla m'a conseillé de reprendre la main sur mon récit en enregistrant une vidéo pour expliquer ce qui s'était vraiment passé ce jour-là. J'ai installé mon téléphone dans ma chambre et passé 3 heures à raconter les faits, sans pleurer, sans laisser paraître la moindre émotion. La version finale faisait 8 minutes, durant lesquelles j'ai exposé posément la chronologie des événements et détaillé les actes précis de Madame Blackwood, qui avait nommé plusieurs élèves en danger. J'ai eu la trouille de publier cette vidéo, mais au fond, ça m'a permis de reprendre le contrôle sur la façon dont mon histoire était racontée, au lieu de laisser les autres la déformer. Moins de 2 jours plus tard, le journaliste local, Seamus Rader, a contacté Orla pour demander une interview sur l'incident. Il a ensuite diffusé un reportage au JT du soir, montrant ma vidéo et interviewant d'autres parents dont les enfants étaient présents ce jour-là. À la rédaction, les témoignages se sont multipliés sur le comportement de Madame Blackwood dans ses précédentes écoles, notamment une histoire où elle aurait enfermé un élève diabétique dans un placard pendant une crise d'hypoglycémie. Finalement, la police a convoqué les 23 élèves de la classe pour des auditions officielles, et Orla s'est installée à mes côtés comme avocate pendant ma déposition. On m'a bombardé de questions très précises sur chaque minute de cette journée, pendant qu'une sténographe tapait tout ce que je disais, et que 2 enquêteurs prenaient des notes. Apparemment, l'avocat de Madame Blackwood lui aurait conseillé de garder le silence face aux enquêteurs, ce qu'Orla a interprété comme l'aveu qu'elle savait qu'elle avait franchi la ligne. 2 jours plus tard, le responsable informatique du district a appelé le bureau d'Orla, alors que j'y étais, pour faire le point sur les documents, et elle a mis l'appel sur haut-parleur pour qu'on entende ensemble ce qu'il avait trouvé. Il avait extrait les logs du tableau interactif de la classe pour ce jour-là, et bingo, une vidéo YouTube intitulée « Extreme Strobe Light Challenge 10 Hours » avait été lancée de 11h42 à 11h54, en plein pendant les faits. Les logs montraient que c'était bien les identifiants de Madame Blackwood qui avaient servi à lancer la vidéo, à la mettre en plein écran et à augmenter la luminosité au maximum. Voir cette preuve numérique m'a glacé le sang, même si ça ne faisait pas revenir David, et ne réparait rien de ce qu'on avait vécu. Le lendemain matin, j'ai reçu un recommandé de la part des avocats du district scolaire. Ils me proposaient 50 000 $ si j'acceptais de signer un accord à l'amiable avec clause de confidentialité qui m'interdisait de parler publiquement de ce qui s'était passé. Ma mère a lu les 20 pages du contrat à la table de la cuisine pendant que je mangeais mes céréales, et elle n'arrêtait pas de secouer la tête, surtout devant la partie qui m'interdisait de poster quoi que ce soit sur les réseaux, de donner des interviews ou d'engager la moindre action contre le district ou Madame Blackwood. L'argent couvrirait la plupart de mes frais médicaux, l'ambulance, les urgences, et même le nouveau traitement, car mes crises se sont aggravées depuis ce jour-là. Mais signer ce papier revenait à me taire sur la mort de David et à laisser Madame Blackwood toucher son salaire comme si de rien n'était. 3 jours plus tard, Malik a lancé un message à tout le monde pour se retrouver dans son garage après les cours et parler de ses accords, vu qu'on avait tous reçu la même proposition. Quand je suis arrivée, ils étaient déjà 12 à étaler leurs lettres sur l'établi du père de Malik.
Billy tournait en rond en répétant qu'on devait tous refuser, qu'accepter l'argent, c'était leur donner raison, alors que Sarah disait qu'elle en avait besoin pour payer ses séances de thérapie, parce qu'elle n'arrivait plus à dormir sans revoir le visage de David devenir bleu. Les débats sont vite montés dans les tours, surtout quand le grand frère de l'un d'entre nous, qui fait des études de droit, a débarqué pour nous expliquer que si on signait, on ne pourrait plus témoigner dans les autres dossiers, ni aider les parents de David dans leur plainte pour homicide. Ce qui a fait grimper la tension et tout le monde s'est mis à crier pour savoir si, moralement, on devait refuser pour David. Amélie m'a attrapé par le bras pour m'emmener dehors, à l'écart du bruit, et m'a soufflé qu'elle pensait que ceux qui prenaient en l'argent disaient en gros que la vie de David valait 50 000 $. Walsh est arrivé à son tour, disant qu'on aurait tort de refuser une somme sûre alors qu'un procès pouvait durer des années, et au final, on risquait de tout perdre. Mon téléphone a vibré. Un message de Darren me conseillait de prendre l'argent et de l'utiliser pour changer de lycée, histoire de recommencer ailleurs, sans l'étiquette de « la fille à crise ». Quand j'ai montré ça à Amélie, elle s'est énervée, disant que c'était exactement ce que voulait le district, qu'on disparaisse pour mieux étouffer l'affaire. Le stress de devoir choisir entre eux m'a donné des tremblements dans les mains, j'ai dû m'asseoir sur le trottoir en sentant qu'une nouvelle crise arrivait, ce qui a suffi à faire taire tout le monde quelques minutes, le temps que Malik m'apporte un verre d'eau et vérifie si j'allais bien. Le lendemain, au lycée, la proviseure Penn est venue me chercher en cours d'anglais et m'a emmenée dans son bureau, où elle avait préparé tout un exposé sur la justice réparatrice. Selon elle, Madame Blackwood viendrait s'excuser devant nous tous et on partagerait nos ressentis pour pouvoir avancer ensemble en tant que communauté. Elle m'a montré un PowerPoint rempli de photos de banques d'images, des gens qui se prennent dans les bras ou se tiennent la main en cercle, tout en m'expliquant que ça aiderait tout le monde à aller mieux et vaudrait largement mieux que toutes ces procédures juridiques qui déchiraient le lycée. Le PowerPoint de la proviseure Penn, avec ses photos de gens qui s'enlacent, franchement, honnêtement, tout ça tombe vraiment à pic. Alors qu'on est en plein dans les discussions pour les accords. Je ne peux pas m'empêcher de me demander qui lui a parlé de la réunion au garage la veille et pourquoi elle m'a sorti, moi en particulier, du cours pour ce petit numéro. Je lui ai expliqué que je n'avais aucune envie de m'asseoir en rond et de faire semblant de pardonner à quelqu'un qui avait tué mon camarade. Et elle a eu ce sourire forcé, me répondant que c'était un mot très fort et que je devrais peut-être réfléchir à la façon dont mes paroles pouvaient affecter la capacité des autres à gérer leur traumatisme. Elle s'est obstinée, ajoutant que Madame Blackwood souffrait aussi et qu'elle méritait une occasion de se racheter. À ce moment-là, je me suis levée et je suis sortie de son bureau sans rien dire de plus, parce que je savais que si je restais, j'allais finir par lâcher quelque chose qui m'aurait valu une exclusion. Cet après-midi-là, Orla m'a appelé pour me dire que l'avocate de la mère de David avait pris contact afin de rassembler nos dossiers, parce que le district essayait de monter les familles les unes contre les autres, en proposant à chacune un montant d'indemnisation différent selon ce qu'ils pensèrent de notre volonté de nous battre. L'avocate, Niam Pritchard, voulait que toutes les familles fassent front ensemble pour éviter que le district ne réussisse à nous isoler et à nous faire accepter leurs offres une par une. Savoir que la mère de David refusait aussi d'accepter l'argent et de se taire, ça m'a donné l'impression d'être moins seule dans tout ça. Pendant les 2 semaines suivantes, Orla m'a convoquée chaque jour dans son bureau après les cours pour m'entraîner à la déposition. Elle me faisait raconter l'histoire en boucle, jouant le rôle de l'avocate de Madame Blackwood, qui posait des questions agressives pour me faire passer pour une menteuse ou une gamine en manque d'attention. Elle m'a appris à marquer une pause avant de répondre, à ne dire que ce qui m'était demandé sans en rajouter, et à rester calme, même quand ces questions m'énervaient, comme quand elle me demandait si je n'avais jamais amplifié mes symptômes ou si j'aimais que tout le monde s'occupe de moi pendant mes crises. On avait même tout prévu au cas où je ferais une crise pendant la déposition. Orla ferait en sorte que le greffier note tout, elle garderait mes papiers médicaux à portée de main, prête à déjouer toute tentative de l'autre camp de prétendre que je faisais semblant. Le matin où Madame Blackwood devait passer, je n'avais pas le droit d'entrer, mais après, Orla m'a raconté comment elle s'était présentée en tailleur bleu marine et avait soutenu qu'on faisait tous semblant, affirmant que les adolescentes étaient particulièrement sensibles à l'hystérie collective et à la recherche d'attention. Elle est même allée jusqu'à raconter que la fille de sa sœur aurait simulé des crises pendant 2 ans avant que ses parents arrêtent de l'encourager, et qu'elle avait été miraculeusement guérie, s'en servant comme preuve qu'elle savait qu'on mentait toutes, et que c'est pour ça qu'elle avait utilisé la lumière stroboscopique en guise de thérapie d'exposition. Quand on a parlé de David, elle a répondu qu'il avait sans doute été embarqué dans l'hystérie de groupe et que sa mort était une malheureuse coïncidence, mais sans rapport avec ses actes, ce qui m'a mise hors de moi. J'ai eu les mains qui se sont mises à trembler et j'ai dû sortir du bureau d'Orla pour aller tourner 3 fois autour du pâté de maison avant de réussir à me calmer. La semaine suivante, c'était la déposition de Monsieur Peters, et là, Orla m'a autorisé à jeter un œil à travers la porte vitrée. Je l'ai vu s'effondrer en larmes quand on lui a demandé ce qu'il avait aperçu par la fenêtre de notre classe, ce jour-là. Il a avoué avoir vu Madame Blackwood faire un pouce levé, et il a cru que tout allait bien parce qu'elle avait l'air sereine, sans regarder les élèves derrière ou capter le chaos, et maintenant, il ne dormait plus la nuit, obsédé par l'idée qu'il aurait pu empêcher tout ça s'il avait ouvert la porte. Ses larmes avaient en l'air sincères. Il répétait qu'il était désolé, mais ses remords ne ramèneraient pas David et ne répareraient pas mon cerveau, qui me joue 2 fois plus de mauvais tours qu'avant. Et j'ai bien remarqué que Madame Blackwood, elle, ne s'est jamais excusée. Pas une fois. La dernière déposition de la semaine, c'était Dickie Paxton, le directeur du district,
qui a passé 3 heures à expliquer que la formation des remplaçants était ultra complète, mais que Madame Blackwood était une exception, qu'elle avait agi en dehors de ce qu'on lui avait appris, essayant surtout de la balancer pour protéger le district. Il répétait des phrases du style « incident isolé » ou « imprévisible », pendant que son avocat hochait la tête. Et quand il a été question de David, il a parlé d'une « triste issue », tout en martelant que le district avait respecté tous les protocoles, même si l'ambulance avait mis 15 minutes à arriver parce que personne n'avait appelé le 15 immédiatement, puisque Madame Blackwood avait verrouillé la porte et confisqué nos téléphones. 3 semaines après, c'était au tour de Walsh de s'installer dans le bureau pour sa déposition, et je l'ai observé à travers la vitre, les yeux rivés sur ses mains. L'avocat l'a interrogé sur le cours de musique ce jour-là, et il s'est mis à parler de notre grand-mère, qui lui avait seriné dès notre enfance que je faisais toujours semblant pour attirer l'attention. Il a dit qu'elle l'appelait chaque semaine pour lui mettre le doute sur mes soi-disant manipulations et que j'avais berné tous les médecins. Elle lui envoyait des liens sur le syndrome de Munchausen et des anecdotes sur toutes les fois où, soi-disant, j'aurais simulé des maladies pour éviter les repas de famille. L'avocat notait tout alors que Walsh expliquait comment notre grand-mère l'avait monté contre moi pendant des années, mais il a reconnu que ça n'excusait rien de ce qu'il avait fait. Le lendemain matin, de retour au lycée, j'avais l'impression que tout avait changé. Certains élèves sont venus me voir dans les couloirs pour me dire qu'ils regrettaient de ne pas avoir fait plus ce jour-là. Malik m'a offert une carte signée par la moitié de l'équipe de basket, mais d'autres levaient les yeux au ciel en me croisant. J'entendais des chuchotements disant qu'on exagérait tout, que David serait mort de toute façon à cause de sa maladie. Une fille a même dit qu'on voulait juste se faire de l'argent avec le procès. À la cantine, c'était carrément la guerre froide. D'un côté ceux qui portaient un ruban violet pour David, de l'autre ceux qui trouvaient qu'on en faisait des tonnes. Sur le parking, ça s'est vite embrasé entre les élèves qui se disputaient pour savoir si Madame Blackwood méritait son sort ou non. Il a fallu attendre 2 mois entiers avant d'avoir enfin la date du procès. Le juge a écouté chaque témoignage, épluché les dossiers médicaux et regardé la vidéo que Billy avait filmée sur son téléphone avant que Madame Blackwood ne le lui confisque. Il a accordé l'injonction préliminaire, obligeant tout le personnel à suivre une formation sur la gestion des crises d'épilepsie dans le mois, mais il a refusé notre demande de renvoi immédiat de Madame Blackwood, arguant que la procédure devait être respectée et qu'elle avait elle aussi des droits. L'avocat a voulu nous rassurer en disant que c'était plutôt positif, mais j'avais du mal à y croire, surtout en sachant qu'elle continuait à toucher son salaire complet. 1 mois plus tard, le district a finalement proposé un accord, la création d'un fonds commémoratif au nom de David, doté de 200 000 € pour soutenir la recherche sur l'épilepsie. Ils se sont également engagés à revoir entièrement la formation des remplaçants et à rendre obligatoire une certification en gestion des urgences médicales pour tout le personnel. Madame Blackwood, de son côté, a accepté de démissionner et son autorisation d'enseigner devait être réévaluée par le rectorat. L'avocat du district répétait que c'était une solution équitable, mais les parents de David n'arrêtaient pas de pleurer. Mon rendez-vous chez le neurologue cette semaine-là s'est mal passé. Les tests ont montré que mon seuil de crise avait considérablement baissé à cause du stress. Elle m'a expliqué qu'il fallait augmenter mon traitement et éviter tout ce qui pouvait déclencher une crise, y compris les lumières clignotantes, le manque de sommeil et surtout le stress émotionnel. C'est là que j'ai compris qu'il fallait que je quitte Darren. On était assis dans sa voiture après les cours et je lui ai expliqué que je n'arrivais plus à gérer une relation amoureuse en plus du reste. Il répétait qu'il comprenait, mais ses yeux brillaient et il fuyait mon regard. On était ensemble depuis 2 ans, mais je sentais que mon cerveau ne pouvait plus encaisser la moindre pression supplémentaire. La semaine suivante, Amélie m'a aidé à lancer un groupe de défense des droits des élèves en situation de handicap au lycée. 20 élèves étaient présents à la première réunion à la bibliothèque. On a discuté de la mise en place d'un système de parrainage pour ceux qui avaient des soucis de santé et de la nécessité de protocoles d'urgence vraiment efficaces. Une fille diabétique a raconté qu'un prof lui avait refusé le droit de vérifier sa glycémie pendant un contrôle et un garçon atteint du syndrome de Gilles de la Tourette a expliqué qu'il avait écopé d'une retenue à cause de ses tics. On a décidé de préparer une intervention devant le conseil d'administration de l'établissement et de lancer une pétition pour rendre la formation à la sensibilisation au handicap obligatoire. Le fait d'avoir un projet concret sur lequel me concentrer m'a permis de canaliser toute la colère que je ressentais. Avec Niam, on est allé un samedi matin sur la tombe de David, quand le cimetière était désert. On n'a pas parlé du procès, ni de Madame Blackwood, ni de tout ce qu'on venait de traverser. On s'est juste assise dans l'herbe, à côté de sa stèle, à regarder les nuages passer. Ses parents avaient choisi une citation sur la lumière qui ne s'éteint jamais vraiment, mais qui change juste de forme. Niam arrachait des brins d'herbe un à un, pendant que je caressais des doigts les lettres gravées de son nom sur le granit. Au bout d'1 heure, on est retourné à sa voiture sans rien dire, parce qu'il n'y avait rien à ajouter. Il y a des choses que ni les mots, ni l'argent, ni même la justice ne peuvent réparer. La semaine d'après, j'ai passé chaque soirée à rédiger un article pour le journal local pour raconter ce qui s'était passé. Je n'ai attaqué personne directement, je n'ai pas exagéré. Je me suis contentée d'exposer les faits, de pointer les défaillances systémiques qui ont mené à la mort de David, le manque de formation des remplaçants, l'absence de protocoles médicaux d'urgence et cette tendance à minimiser les besoins médicaux des élèves en les faisant passer pour de simples caprices.
J'ai fini avec des propositions concrètes, comme une formation médicale obligatoire, des procédures de signalement claires et de vraies mesures de responsabilité. Ma voix est restée calme quand j'ai lu l'article à mes parents avant de l'envoyer, non pas parce que j'allais mieux, mais parce que j'avais appris à porter ce poids sans me laisser consumer. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette épreuve. Ça a vraiment été une aventure à vivre ensemble. À bientôt. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Ça aide plus que vous ne l'imaginez.